Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2023 et cela va faire bientôt 21 ans que la Côte d'Ivoire connaissait une révolte et même une révolution qui avait tout son sens parce que justifiée, parce que la cause était noble, parce que des femmes et des hommes qui étaient épris de dignité ont décidé de mettre fin à l'injustice, à la forfaiture, à la sous-humanisation d'une partie de la population en Côte d'Ivoire. Le 19 septembre 2002, ça s'est passé pratiquement en pleine nuit, simultanément à Boaké et Laurent Gbagbo au pouvoir. Peut-on justifier un coup d'État véritablement? Tout le mérite de la question réside dans l'historique véritable de notre pays qu'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de 322 462 km² qui est situé en Afrique de l'Ouest et qui aujourd'hui compte pratiquement 29 600 et quelques mille personnes, ivoiriens et étrangers confondus. Mais sachez que la Côte d'Ivoire aura son indépendance le 7 août 1960. Et ce pays sera dirigé par un premier président que l'on connaît comme étant Félix Houphouët-Boigny. Et si l'on veut bien connaître l'histoire de Félix Houphouët-Boigny, elle est intrinsèquement liée à la naissance même du Rassemblement démocratique africain à Bamako. Ce mouvement qui avait pour idéal de réunir les Africains pour mettre fin aux injustices de la colonisation, aux abus du colon français et de tous les déboires que les gens de cette génération avaient connus. Ainsi donc, après les indépendances, nous rentrons dans l'ère postcoloniale de la Côte d'Ivoire pour être en particulier. Félix Houphouët-Boigny va diriger la Côte d'Ivoire jusqu'en 1993. Dans sa gestion, il disait ceci: entre la paix et l'injustice, je préfère l'injustice à la violence ou à la guerre. Et donc vous comprendrez très bien donc qu'avec cette conception des choses, le président Félix Houphouët-Boigny mettra tout en œuvre pour maintenir une certaine cohésion de la population ivoirienne, qui est une population très diversifiée. Officiellement, on nous parle de 63 ethnies, mais de façon générale, on peut diviser le pays en quatre grandes zones géographiques: le nord, le sud, l'est et l'ouest. Au nord, vous trouvez les populations comme les Malinké, comme les Sénoufo, les Koulango, les Lobi, les Sénoufo, qui, dans leur majorité, sont pour certains musulmans, mais on retrouve aussi toutes les obédiences religieuses. Et lorsque nous partons à l'ouest, on retrouve généralement les Yakuba, les Dan, si vous voulez qu'on simplifie, les Oué, on part par les grands groupes. Et on les retrouve, ils sont en général chrétiens ou animistes. Il faut dire que l'animisme est une chose la mieux partagée dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et quand on vient au sud, ces populations, elles sont généralement chrétiennes, tout comme aussi celles de l'Est. Mais sans oublier aussi la tige, comme je le disais, animiste qui anime tout bon africain. Et donc, en plus de tout ce que nous venons de vous citer en termes d'ethnie, sachez aussi que les étrangers, c'est-à-dire les non-ivoiriens, depuis le temps d'Houphouët, avaient eu une très bonne place en Côte d'Ivoire, puisqu'à cette époque-là, difficilement le langage de tu n'es pas d'ici, c'est nous les vrais enfants du pays, ceux-là ce sont des étrangers, à bas l'étranger, le candidat de l'étranger, vous êtes des assaillants, on va vous tuer ici un jour, on va vous chasser, vous irez chez vous. La gestion de Félix Houphouët-Boigny va nous épargner de ces drames
Mais comme il le disait lui-même, s'il a pu maintenir la paix et la stabilité, les ingrédients d'une certaine violence existaient et ont existé. Et donc, sous la gestion Félix Houphouët-Boigny, pour ceux qui veulent être véritablement honnêtes et se dire à eux-mêmes la vérité, il faut déjà dire que les ingrédients de la division, de la stigmatisation, déjà distillés dans la population. Je le dis bien parce que c'est une étude ontologique qu'il faut pour remettre en cause notre histoire, pour savoir le vrai du faux, ce qui devrait être caché, mais aussi ce qui doit être apparent, pour que chacun se regarde dans le miroir de sa conscience pour se dire « ça c'est pas vrai » ou « cela est vrai ». Pendant le temps d'Houphouët, la population ivoirienne en général a vécu dans une certaine bonne intelligence, mais cela n'a pas exclu les divisions parce que la gestion même du pouvoir par Félix Houphouët-Boigny faisait la part belle aux Akans et particulièrement aux Baoulés. Et donc ceux-ci finiront par penser qu'ils sont les dépositaires légaux même du pouvoir, à telle enseigne qu'en 1993, non, en 1999, lors de son coup d'État, M. Henri Konan Bédié dira ceci: on vient de m'arracher mon canari et il va passer tout le restant de sa vie à chercher à récupérer ce canari cassé afin de pouvoir recoller les morceaux. Parce que pour eux, le pouvoir était une chose de la maison qui devrait être entretenue comme un canari. Et donc on verra des monuments comme à la place de la République, à l'effigie de la reine Abla Pokou et de bien d'autres effigies qui étaient des symboles baoulés et qui, peut-être beaucoup ne le savaient pas, mais étaient révélateurs d'un phénomène qui était que le pouvoir n'allait mieux qu'avec les baoulés ou les Akans. Et ça, c'était les premiers ingrédients de l'injustice en Côte d'Ivoire. Et donc, les populations ivoiriennes, avec aussi cette bonne idée du président Félix Houphouët-Boigny, pourront vivre dans une certaine relative quiétude. Ainsi donc, les gens du Nord pourraient vaquer à leurs activités commerciales comme aussi à leurs activités champêtres. Les gens du Sud, de l'Est et de l'Ouest vont pouvoir vaquer à leurs occupations, souvent dans l'administration. Et donc, sans le dire, les hommes du Nord, dans toutes leurs composantes, dans le subconscient collectif en Côte d'Ivoire, étaient perçus comme des faire-valoir, étaient perçus comme des citoyens de seconde zone, étaient perçus comme des citoyens parce que c'est eux, dans leur culture, qui sont beaucoup plus mobiles que les autres populations, étaient perçus par les populations des autres régions comme des étrangers. Et donc, à partir de ces différentes réalités, les populations du Nord elles-mêmes vont aussi favoriser même cette croyance dans les idées populaires en ne s'appropriant pas véritablement de leur identité en tant qu'Ivoiriens. Parce qu'il peut y avoir problème, mais il faut savoir aussi situer, je l'ai dit, c'est une étude sans complaisance. Maintenant, j'attendrai ici que mes théories soient mises à mal par ceux qui savent mieux que moi, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus sachant que nous autres. Et donc, les populations du Nord vont commettre une grave erreur de se contenter d'abord de l'état de fait. Comme il n'y a pas de violence, comme tout le monde a accepté, même si tout n'est pas juste, il faut continuer à vivre. C'est la première grande erreur que les gens du Nord ont eu à commettre. En négociant leur dignité, en négociant ou en traitant au rabais leur propre dignité, qui est leur nationalité, qui est leur identité, en acceptant une situation qui ne devrait pas. Elles se sont dit, peut-être que ça pourrait se corriger, mais dans cette vie, il ne faut jamais différer le combat que tu dois mener aujourd'hui. Le combat que tu dois mener aujourd'hui, quelle que soit son intensité, il est toujours mieux de mener ce combat-là plutôt que de le différer. Parce que, en différant le problème, en mettant le problème à plus tard,
vous le rendez plus complexe et plus difficile à résoudre. Et donc, dans l'administration, vous auriez vu des populations du Nord qui occupaient certainement des postes, mais c'était juste fait pour ne pas dire que les populations du Nord ne sont vraiment pas du tout dans l'administration. Et donc, dans le subconscient collectif, ces populations étaient juste bonnes à être dans les rôles de commerçants, de cultivateurs ou d'hommes de main. Et c'est tout ça qui va favoriser la conception que ces personnes seraient des étrangers. Parce que je n'accepte pas la théorie qui veut que Kwame du Ghana soit différent de Kwame de la Côte d'Ivoire, parce qu'en réalité, c'est du faux. Le Kwame du Ghana qui est Akan parle aussi les langues Akan autant que celui de la Côte d'Ivoire. Quand vous allez prendre le cran au Libéria, que vous venez prendre les guerriers en Côte d'Ivoire, venez me donner la différence. C'est la même langue, avec, selon les isoglosses, pour ceux qui ont fait la linguistique, des variances de prononciation ou bien même d'intonation, d'articulation. Et c'est la même chose qui existe au nord. Vous prenez le Sénoufo qui est au Burkina ou au Mali, à cause des différences géographiques, forcément le langage va peut-être avoir une certaine intonation, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas la même langue. Et de cette même façon, quand vous partez au Mali, quand vous partez en Guinée, quand vous partez en Sierra Leone, quand vous partez, par exemple, il y a le Djoula au Sénégal. Mais quand vous prenez le Djoula du Sénégal et que vous prenez le Djoula de la Côte d'Ivoire ou du Burkina Faso, de Banfora, ou bien même du Mali, de Ségou, vous voyez des grandes différences là-dedans, mais en fait, c'est la même langue. Et un jour, peut-être, aussi vous me posez la question, je vais pouvoir définir pourquoi il y a eu ces variances linguistiques, c'est-à-dire qui ne sont pas des différences, mais seulement des variantes. Et si vous me le permettez, je vais rentrer un peu dans l'histoire. En fait, si vous voyez que la même langue, quand vous prenez par exemple les Maoka, vous prenez les Koyaka, vous prenez les Odineka, vous prenez les Konyanka, c'est des exemples, c'est la même langue. C'est la même langue. Il suffit juste de prêter l'oreille, tu comprends. Mais vu que tu n'es pas, par exemple, c'est un exemple que je prends, tu ne vis pas en tant que dans une zone Konyanka, il te sera difficile de parler le Konyanka, mais tu peux comprendre. C'est la même langue. Mais qu'est-ce qui a fait que les langues peuvent changer? Les langues changent en fonction des capacités des personnes. C'est-à-dire que moi, mes parents peuvent me transmettre ma langue maternelle. Mais si moi, je vis aux États-Unis, la manière par laquelle je vais transmettre la même langue à mes enfants va dépendre de mes limites et de mes compétences dans ma langue maternelle. S'il se trouve que je suis plus efficace que mon père, mes enfants, je pourrais leur donner cette capacité. Mais s'il se trouve que j'ai été moins efficace linguistiquement que mon père, vous verrez par exemple mes enfants pourront peut-être parler ou comprendre, mais ça sera avec un déficit. Ça, c'est une première raison qui fait que les langues humaines évoluent ou changent. Une deuxième chose qui fait que la même langue peut changer, il y a le phénomène de l'emprunt. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une zone géographique. Le langage humain est dynamique. Ça s'adapte au temps. Quand vous prenez aujourd'hui le Nouchi, il y a combien d'Ivoiriens, quand on est en famille ou bien quand on est en groupe, est-ce qu'on n'a pas vu Kubé en train de chanter? Mais est-ce que, quand il chante la chanson d'Ismaël là, est-ce que c'est un langage de juriste? Non. Parce que il y a le métier en tant qu'homme, mais il y a l'homme en tant que lui-même dans sa nature intrinsèque. Et donc la manière la plus simple. Et c'est ça qui est véritablement l'homme. Et donc vous voyez, c'est que l'exemple auquel je vais en venir, c'est que par exemple, qui de nous ne parle pas le Nouchi aujourd'hui? Mais quand on dit Modia, ça veut dire quoi? Modia ne veut pas dire malédiction. Modia, en fait, pour les Ivoiriens aujourd'hui, ce n'est pas de l'injure. Et donc vous voyez. Et donc, le langage humain, on peut emprunter. Vous retrouvez des mots aujourd'hui, anglais, djoula, baoulé, bété, dans ce qu'on appelle le Nouchi, etc. Et donc cette dynamique-là peut aussi influencer les autres langues qui sont là. Et vous aurez l'impression que ce n'est plus la même langue, alors que c'est des langages qui ont été empruntés de d'autres langues, qui ont été remises dans votre langage d'origine, qui donnent l'impression que les choses ont changé, alors que c'est la même chose.
Il y a aussi des facteurs historiques qui peuvent conduire à ces variances linguistiques. Exemple, si je prends par exemple l'empire du Mandé, que je prends par exemple les Koyaka, que je prends les Konyanka, que je prends les Odieneka, que je prends par exemple d'autres variantes, vous allez constater que c'est la même langue, mais souvent dans ces cas-là, c'est l'intonation ou le vocal qui change. C'est-à-dire, vous avez l'impression que les gens, en parlant, c'est comme s'ils chantaient avec mélodie. Mais pourquoi? Alors qu'il y a d'autres, cette même variance de mélodie est différente malgré que c'est la mélodie. Pourquoi? Parce qu'en Afrique d'antan, avant que les Blancs ne viennent en Afrique, entre nous-mêmes Africains, il y avait des combats qu'on se livrait. Et donc, pour pouvoir se différencier entre nous en fonction de nos tribus et de nos populations, on est tous noirs. Les gens avaient eu pour habitude de tracer des scarifications sur leur front, sur leurs joues, ou bien même, souvent même sur d'autres certaines parties du corps. Par exemple, quand vous partez chez les vrais Sénoufos, je ne parle pas du roi du printemps avec les Sundiata, ils sont des faux Sénoufos. Les Laspé, là, ce sont des faux Sénoufos. Et le ministre de l'Information, là, ce sont les faux Sénoufos. Sinon, les vrais Sénoufos, là, ils ont des traits, je crois bien si je ne me trompe pas, ils ont 3 traits sur la joue. Quand vous partez chez les Tagbanans, qui sont aussi des Sénoufos, vous retrouvez ces mêmes traits-là. Mais c'est tracé comment? Souvent, vous verrez des traits qui sont verticaux. Souvent, vous verrez des traits horizontaux. Souvent, vous verrez, par exemple, chez les Mossi, on a les mêmes scarifications, mais fait avec des petits motifs. Mais quand vous partez chez les Gouroussi, vous verrez que eux, souvent, c'est un gros motif qu'on peut faire. Il y a d'autres mêmes populations où ce sont des motifs qui sont faits sur le front. Mais pourquoi tout cela a été fait? C'était fait pour identifier nos tribus, afin que lors des guerres ou des razzias, on puisse identifier les uns et les autres pour ne pas en arriver à tuer nos propres parents. Mais avec le temps, avec l'évolution, les gens se sont rendus compte que quand tu as ces scarifications-là, ou bien ces traits physiques apparents, il était difficile pour toi de te déplacer. Parce que si tu dois quitter un endroit X pour aller à un endroit Y, tu serais visible. Et quand tu vas être visible, en fonction du trait que tu portes la masse, on voit que tu es de telle tribu. Et si on sait que tu n'es pas de notre tribu, on te prend. Et donc, pour éviter ça, les gens ont donc développé les différences dans les caractéristiques linguistiques. Ça veut dire quoi? On ne fait plus les scarifications pour ne plus que les gens puissent nous identifier physiquement. Mais ce qu'on va faire maintenant, toi et moi, on est nés du même père, de la même mère. Mais pourquoi on échappe? La même langue qu'on parle là, on va trouver des intonations, comme des codes qu'on va se donner. On va de la même langue là, on va varier l'intonation pour que toi et moi on puisse se connaître. C'est pourquoi les Odieneka vont penser qu'ils sont tous les mêmes choses. Les Koyaka vont penser qu'ils sont un groupe, ils sont la même chose. Et les... comment j'appelle encore? Les Maoka vont penser qu'eux aussi sont un groupe, même chose. Et donc c'est un exemple pratique et palpable. Ça existe dans tous les peuples. Quand vous prenez les crans avec les guérés, c'est la même chose. En fonction des variances. Mais comme je le disais. Et donc on va, pour revenir à l'histoire de la Côte d'Ivoire, on va donc simplifier le problème pour dire non, comme on ne sait pas, il y a des Koulibaly de Ségou, il y a des Malinké au Mali, au Burkina et autres. Donc on ne sait pas, donc les gens du Nord là, c'est eux, ils sont mélangés avec les étrangers, on ne sait plus qui est qui, donc il faut les combattre. Et les gens du Nord eux-mêmes n'ont pas cherché à spécifier le problème. Les gens du Nord n'ont pas accepté de s'assumer pour dire non, nous n'accepterons jamais. Comment moi je peux être né sur la terre de mes ancêtres à Korogo, à Bouna, à Odiene, à Touba, à Séguéla, et qu'on me dise que moi qui ai la propriété naturelle de cette terre-là, on me dit que je ne sois pas un fils du pays. En réalité, les intellectuels et les hommes qui étaient en capacité d'agir avec le pouvoir qu'ils avaient pendant l'époque de Félix Houphouët-Boigny, parmi les populations du Nord ont été défaillants ou ne se sont pas assumés.
Ce n'était pas faute d'intellectuels. On avait le professeur Samba Kone et autres, et bien d'autres qui existaient, mais qui n'ont pas pris le courage historique de restituer leur nationalité ou même leur dignité humaine en s'assumant pour dire que nous n'accepterons jamais. Parce que demander à une population qui était en majorité analphabète, je parle des populations du Nord à l'époque, ce serait leur demander, c'est comme si on demandait à un poisson de s'envoler dans le ciel. Ceux qui pouvaient mener ce combat-là, c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'administration publique, même si vous étiez instituteur, ceux qui étaient déjà des ministres, ceux qui étaient déjà dans l'armée, c'était ceux qui étaient des professeurs d'université, qui étaient du Nord, ne pouvaient pas dire qu'ils n'ont pas vu ce problème-là et ont été incapables, peut-être par lâcheté, à assumer leur histoire et leur dignité. Et cela a fini par donner au peuple du Nord un sentiment de vide. Il n'y a personne pour nous et donc nous allons accepter l'état de fait. Et donc, on va continuer. Houphouët meurt. Lorsque Houphouët meurt, il y a un premier accrochage entre M. Bédié et le président actuel de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui, dans un premier temps, va se retrouver du côté de Washington. J'ai réduit vraiment l'histoire pour ne pas perdre le temps. Mais une fois que la situation va le contraindre à faire de la politique en Côte d'Ivoire, la première arme qu'on va sortir contre lui, c'est effectivement Bédié assume le courage historique de dire ce qu'on avait toujours l'habitude de dire dans le salon. Ce qu'on avait toujours eu l'habitude de dire, mais qu'on n'avait pas officialisé, parce que quand un homme officiel, si Alassane Ouattara sort aujourd'hui pour dire que les BTO, mais nous les Dida, nous ne sommes pas des Ivoiriens, c'est ce jour-là, le message devient officiel. Parce que l'homme ordinaire comme moi, je peux être sur mon internet en train de gueuler toute la journée, de dire tout et rien à la fois. Mais si le président de la République, par erreur, prend ce que je dis et dit, c'est un exemple que je prends, que les Dida ne sont pas Ivoiriens, dans le subconscient collectif, les gens se disent, puisque c'est le président qui a dit, c'est que ça doit être de la vérité. Mais dans leur combat, Bédié va écrire un livre qu'il a appelé Les chemins de ma vie, sinon les chemins de sa vie. Et il va catégoriser les populations ivoiriennes. Il va dire par exemple que les gens du Nord en général sont des esclaves, des faire-valoir qui ne sont bons que pour les métiers que les autres ne veulent pas. C'est-à-dire les métiers, les bas métiers. Par exemple, il dira de nous les gens de l'Ouest que les BT sont des danseurs, des jouisseurs compulsifs, etc., etc. Et donc, il va faire ressortir l'idée que je venais de vous dire. En réalité, ceux qui doivent gouverner de façon naturelle en Côte d'Ivoire, ce sont les Akans. Ce livre existe, vous pouvez le lire. Et donc, pour une première fois, un homme politique, et non des moindres, le chef de l'État en exercice, officialise la catégorisation des Ivoiriens. Officialise la stigmatisation des Ivoiriens. Pourquoi il a fait cela? Pour peut-être, selon lui, être capable de mettre sa tribu derrière lui pour conserver le pouvoir. C'est l'explication la plus logique que je me donne. Et comme je l'ai dit, c'est une analyse ontologique que je fais. Je n'ai pas dit que c'est une analyse qui est inscrite dans l'absolu. Pour dire ce que j'ai dit là, c'est ça qui est la vérité. Après, il n'y a pas... Non. Ce que je sais, c'est que vous savez déjà, mais je suis en train de réexpliquer l'histoire en faisant une analyse, une synthèse, pour que les générations qui vont venir se disent, est-ce que ça là c'est vrai? Ou bien vous qui êtes aujourd'hui présent, vous dites, ce qu'il a dit ici c'est faux. Ce que tu as dit ici c'est vrai. C'est à cet exercice-là que je suis. Et j'attends ceux qui connaissent mieux que moi venir pour démentir ce qui est faux dans ce que j'ai dit, ou bien pour confirmer et donner plus de détails sur ce que j'ai dit qui est vrai, mais que moi-même je ne connais pas, plus que ces personnes-là. Et donc à partir du moment où le concept qu'il va appeler ivoirité rentre en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire dit donc Dieu merci aux dégâts. Parce que les intellectuels du Nord qui ne voulaient pas combattre, qui par lâcheté avaient voulu faire semblant de ne pas assumer le problème, se retrouvent dans une condition où M. Bédié demande la liste de tout. Il demande la liste de tous
tous les fonctionnaires, les hauts gradés qui sont de la région du nord de la Côte d'Ivoire. Et oui, il n'y a pas de chose qui soit plus honteuse que de mentir sur un cadavre. C'est ce que je dis là. Ceux qui ont été victimes sont là et peuvent témoigner. Monsieur Bédié demande la liste de tous les hauts fonctionnaires originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Et méthodiquement, il va les balayer. Il va les balayer pour rendre ce peuple-là encore plus faible. Une deuxième chose qu'il va faire, et si vous suivez très bien ce que je suis en train de dire, dans ce que je suis en train de raconter, j'ai dit, lorsque Alassane Ouattara quitte Washington, qu'il revient, Bédié, sachant que politiquement, intellectuellement, et même, je dirais, sur d'autres aspects, il ne peut pas combattre l'homme Ouattara. Il s'attaque donc à tous ceux qui partagent une origine commune avec le président actuel, c'est-à-dire la provenance qui est du nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, si je suis, par exemple, préfet de police, si je suis professeur à l'université, si je suis, par exemple, un haut fonctionnaire, Bédié a demandé le nom de tous ces hauts fonctionnaires de la République originaire du Nord et il les a méthodiquement dégradés ou mis hors service pour essayer de casser Alassane Ouattara parce qu'il s'est dit, si ces personnes-là, on les met au même type dans l'administration que les autres Ivoiriens, avec la puissance qu'Alassane Ouattara incarne, il n'y a rien à faire. Nous allons tomber. Alors que notre objectif, c'est de garder le pouvoir pour les Akans. Et donc, Bédié commence sa lutte. Ivoirité. Officiellement, c'est un concept qui veut promouvoir les valeurs des Ivoiriens. Et donc, il faut consommer ivoirien, il faut s'habiller ivoirien. Mais tout a une coloration d'Akan. Et tout a une coloration de la pensée unique. Vous faites comme nous voulons, et là, donc, vous êtes ivoirien. Et donc, Bédié voulait dicter aux Ivoiriens la manière d'être ivoirien selon lui, son concept et sa manière de voir le monde. Et comme c'est un Akan, c'est sur ces paradigmes-là donc qu'il a associé la réalité. Il va donc former des intellectuels mercenaires qui vont être les chantres de l'ivoirité et qui ne vont pas faire cadeau aux gens du Nord, qui vont stigmatiser, critiquer, vilipender les gens du Nord de toutes les façons possibles. À telle enseigne que ceux qui ne voulaient pas, parce que si tu dis que tu ne fais pas palabre là, c'est qu'on n'est pas venu te frapper puis s'asseoir sur ton ventre. Sinon là, si on te met sur ton ventre et puis on commence à te déshabiller là, même si tu n'as pas envie de te battre là, tu vas te défendre. Et donc, une première tentative, les gens vont essayer de se dire, il faut essayer peut-être de riposter, mais par la parole. On va avoir des journaux comme Tassouma, on va avoir des journaux comme Le Patriote et bien d'autres qui vont faire des premiers efforts pour essayer de tenir en face du discours identitaire. Mais les premiers journalistes et autres vont être assassinés par M. Bédié. Et donc, on va faire un amalgame qui est voulu à souhait pour mélanger les populations du nord de la Côte d'Ivoire aux étrangers. Là, comme ça, on les taxe d'étrangers tous et on les combat. Alors que M. Bédié lui-même n'a pas eu honte et n'a pas refusé le service que la mère du président Ouattara lui a rendu quand il avait une sale plaie sur son pied gauche qui a été soignée par la mère de celui-ci. Il n'a pas rappelé que lui, une étrangère ne pouvait pas le soigner. Et donc, on va assister à des scènes qui font plus que mal. La même mère de M. Ouattara, le président actuel, va être capturée. Je dis bien capturée. Je pèse bien mes mots. Sera capturée parce que quand on te prend et qu'on te met dans un lieu contre ta volonté, tu es un otage. Or, un otage est quelqu'un qui est capturé. Contre sa volonté, on le maintient dans un lieu. Français, là, on dit qu'on n'est pas là à l'école, mais nous, on a appris français. Donc là, ceux qui disent qu'on ne comprend pas français, venez vous allez, on va bien s'expliquer maintenant. Elle a été capturée, prise en otage, séquestrée à la DST pendant des heures.
après avoir combattu les intellectuels, après avoir combattu ceux qui avaient la liberté de penser dans les journaux, M. Bédier prend son temps pour dire maintenant, parce que vous savez, les gens du Nord, ils ont une grande qualité. Les gens du Nord, là, vrai, là, il faut dire la vérité, vous avez une grande qualité. Leur maman, là, les gens du Nord, ils respectent leur maman. Ils respectent leur maman même. Petit Djoula, là, depuis nous on était petit, si tu veux faire palabre avec lui et puis il dit, fais pas palabre là. Vous connaissez le mot, il faut dire ça seulement. Tu dis ta mère et puis tu ajoutes ce que vous connaissez. Quand tu dis là, non, c'est fini, palabre là, vous allez faire. Donc des gens comme moi qui aiment palabre là. Si tu veux pas faire palabre là, j'ai dit ça. Et puis on va faire palabre. Petit Djoula là, si tu veux faire palabre avec lui là, faut dire ta mère et puis tu ajoutes ça dessus. Palabre là, tu auras ça cadeau et puis tu vas faire. Bédier est bien conscient. Parce qu'en réalité, pour combattre quelqu'un, il faut le connaître de l'intérieur. Bédier, je vous ai dit, sa mère a été soignée. Et la plaie qu'il portait au pied gauche a été soignée par la mère de M. Ouattara. Il connaît bien les Djoula. Il avait pour ami le frère aîné de M. Ouattara. Il le connaît très bien. Il connaît les habitudes des Djoula. Et donc, comme lui, il est président, il ne peut pas venir dire ta mère et puis à Alassane Ouattara là. Il a attrapé la maman de Alassane Ouattara, il a capturé la DST, et puis il dit que la vieille dame n'a qu'à dire, le vieux, il faut m'excuser, hein. Je suis en train de faire une étude, il faut que je dise les choses pour que les gens comprennent. Sinon, ce n'est pas injure. Que la maman de Alassane Ouattara n'a qu'à dire que Ouattara là, c'est un enfant bâtard. Or, si une femme dit que son enfant est un bâtard, ça veut dire qu'elle-même là, elle est une femme prostituée. Ou bien une femme aux mœurs légères. On dit à une femme digne du Nord, qui a eu ses 40 colas bien comptés, qui a eu la bénédiction de ses parents avant l'année dans le mariage, et qui est restée digne dans son mariage. On lui dit en pleine journée, il faut dire que ton enfant là, c'est pas ton enfant. Là, quand c'est comme ça va casser le moral des gens. Beaucoup peuvent se demander, mais est-ce que c'est... Non! C'est très grave quand on est en Afrique. Et on va assister à de telles choses. On va assister à de telles choses. Et ça va maintenant révolter les gens du Nord. Pourquoi les gens du Nord se révoltent? Ils se disent, mais celui qui est le plus fort parmi nous, ce n'est pas pour rien que les militants du RDA appellent Alassane Ouattara le brave tchè. Mais en réalité, dans tous les bons films, le brave aussi, il souffre bien. Les bandits là, on peut faire au moins, si le film dure 1h30 là, les bandits peuvent me séquestrer le brave pendant au moins 1h15 minutes. Mais c'est les 15 dernières minutes là, non, c'est fini, ça devient Rambo 4. De 93 jusqu'à ce que Ouattara et puis Bédier puissent aller signer leur accord à Paris pour faire le RHDP. Monsieur Bédier était l'ennemi le plus acharné de Ouattara. Et donc, les gens du Nord, et ce qui est arrivé aux gens du Nord, il y avait aussi le délit de faciès. Ça veut dire quoi? Si tu portes un boubou, c'est que tu dois être du Nord. Ils ont des boubous qu'on appelle les konofla. Ils ont des boubous qu'on appelle les bogolons. Ils ont plusieurs noms. Et une fois que tu portais les gros boubous en basin, ou bien même, on te stigmatisait, on te classait. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prenait ces gens-là. On, c'est un pronom indéfini, ça ne veut pas dire que c'est moi-même. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. On, là, ça ne veut pas dire que c'est moi. C'est un pronom indéfini. Ça veut dire c'est ce qui s'est passé. Ceux qui faisaient ça, c'était la police, la gendarmerie et les forces de défense et de sécurité. Qui prenaient les gens du Nord avec le visible, c'est-à-dire l'habit. On les attachait juste par le plaisir de les humilier dans leur dignité. Et ceux, on les mélangeait avec les étrangers. Parce qu'en réalité aussi, la religion musulmane est partagée de façon commune aussi avec les étrangers et ceux du nord de la Côte d'Ivoire. Ça ne se faisait pas devant les églises. Ça se faisait devant les mosquées. Bédier va faire tout ça. Bédier ira même plus loin à traiter les Ivoiriens du nord de chiens. Il va dire comme ça, non, ceux-là, laissez-les. Quand on aura besoin de leur vote, il suffit de leur verser quelques os comme des chiens, c'est-à-dire quelques billets de banque,
ils vont nous suivre. Et donc l'homme ivoirien du Nord était un faire-valoir, un sous-homme qui n'avait que la place d'un chien. Et vous savez que le maître peut traiter son chien comme il le veut. Mais ce qui était pire dans cette histoire-là, c'est que l'homme du Nord ne devrait pas faire de la politique. Parce que la conduite devrait être dictée. Parce que ce qui est arrivé aux gens du Nord, il n'y a aucune population de la Côte d'Ivoire qui l'a subi. En termes d'humiliation, en termes d'exaction, en termes d'assassinat. Il n'y a aucun peuple en Côte d'Ivoire qui l'a subi. Même les colons ont été plus tendres en assassinant les Africains, plus que M. Bédier et M. Laurent Gbagbo. Le nombre d'Africains noirs que les colons ont tués là, ils n'ont rien à envier à Henri Konan Bédier et à Bédier, qui ont tué les gens du Nord comme ça. On est en face de l'histoire. Si on n'explique pas les origines cachées, les gens vont dire, mais pourquoi toi, tu es figé dans le temps et puis tu es radical? Aucun être humain n'est né radical. Ce sont les circonstances de la vie qui font qu'un homme devient courageux ou devient un lâche. Il y aura toujours des circonstances. Personne dans cette vie ne décide des événements. Mais quand les événements adviennent, c'est là que le lâche, quand il arrive à vaincre sa peur, il devient un homme courageux. Sinon, personne n'est né courageux. Donc, de la même manière, là, personne n'est né radical. Si tu vois quelqu'un devenir un extrémiste, il faut demander qu'est-ce qui t'a transformé. C'est ce que je suis en train d'expliquer là. Et donc, on passe sur tous ces épisodes. Et donc, Bédier, malgré toute cette turpitude et toutes les exactions, il ne va pas quand même encourager le discours de tuer massivement ou d'aller à la guerre. Mais vu que c'est un individu incapable de gérer même un État, parce que pour lui c'était un héritage de famille et il pouvait le gérer comme bon semble-t-il, le 24 décembre 1999, sous le prétexte d'un soulèvement militaire par les zinzins et les baillefouets, les zinzins, ça veut dire ceux qui sont fous dans la tête, mais c'est une manière péjorative de dire nous n'allons pas reculer, et les baillefouets, ça veut dire les sorciers. En réalité, ces personnes-là, lorsqu'il y avait la guerre en Centrafrique, les shérifs Ousmane et autres, avec les IB, pour pouvoir faire massacrer les jeunes militaires originaires du nord de la Côte d'Ivoire, M. Bédier les fait partir en Centrafrique pour qu'on puisse les liquider là-bas. Mais contrairement à ses prévisions, ces personnes-là vont acquérir l'art de la guerre, vont être encore plus aguerris au terrain militaire et auront, sans qu'ils ne le sachent, la capacité de se faire des liens à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de hasard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, je ne vais pas donner beaucoup de détails. Je ne connais pas tout, hein, mais ce que je connais là, il y a des choses, je vais dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses aussi, je vais dire, je peux donner les détails aujourd'hui. Tu ne peux pas envoyer des militaires sur un champ de guerre à l'international et puis ils vont venir pour dire, quand on est parti, on n'a pas tissé des relations, on n'a pas connu quelqu'un. Tu ne peux pas mettre des gens, c'est comme les soldats qui étaient au Mali là, que vous le voulez ou pas là. Si aujourd'hui on doit décider de faire quelque chose au Mali là, on va les appeler pour leur demander, quand vous étiez là-bas, ça là c'était comment? C'était comment? C'est ce qu'on appelle la connaissance du terrain. Pour ceux qui lisent là de la guerre de Sun Tzu, vous allez comprendre. Ça fait partie des caractéristiques d'une guerre. Ainsi de suite. Mais ce qui sera le plus choquant, tellement Bédier se dit que ces gens du Nord ne sont rien. J'ai essayé de les faire tuer, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Leur salaire, je ne le donne pas. Ces jeunes gens-là, quand ils sont revenus de la Centrafrique, M. Bédier bloque leur salaire. Et il dit allez au diable. Comment on ne dit pas ça aux militaires? Eux disent aussi là, est-ce qu'il y a un diable qui peut être plus féroce que la Kalachnikov? On dit le diable, là, lui, trompe les gens. On l'appelle le malin. Mais Kalachnikov, là, ça, c'est le direct. Quand ça passe, là, ça te transperce, c'est fini. C'est ça le militaire qu'on est. Quelle que soit l'intelligence d'un militaire, sa puissance, là, ce sont les armes. Et c'est ça aussi qu'il connaît. C'est ça qui fait sa force. Mais quand ils ont fait crépiter les armes,
Bédier, le gros peureux. En ce moment, il y avait un tunnel entre sa résidence et l'ambassade de France. Il passe par ce tunnel-là, il se casse et il va dans le pays de ses ancêtres. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, comme je vous disais dans les variantes de langue là, les baoulés, il y a une faute, il y a des baoulés au Togo. Les gens pensent que c'est un amusement. Le Bédier n'est pas là au Togo par hasard. Il y a des baoulés au Togo. Et d'aucuns même disent même que leur origine serait partie de là-bas. Là, je n'ai pas les preuves pour confirmer ou infirmer cela. Mais on attend les sachants pour pouvoir nous donner plus de détails. Et donc, l'épisode Bédier sera fermé. Et quand on ferme l'épisode Bédier, ce sont donc les jeunes Bayefois et Zinzin, avec leur tête de file comme Ibrahim Koulibaly, alias Général-Major, Chérif Ousmane, et bien d'autres qu'on va connaître. Et donc, pour ne pas donner l'impression que ce sont les gens du Nord qui ont fait ce coup d'État, et maintenant pour pouvoir mettre un de leurs parents, les jeunes gens ont des difficultés pour trouver quelqu'un. Ils sont allés trouver le général par l'info là. Ils lui ont dit, vieux, il faut prendre. Vieux dit, je ne prends pas. Ils sont allés trouver le pilote de Félix Houphouët-Boigny, Koulibaly Abdoulaye. Vieux, il faut venir prendre. Vieux l'a dit, je ne prends pas. J'ai peur parce que je ne veux pas aussi qu'on gâte mon nom. Ah, ils n'ont pas tort. Hein. Et donc finalement, on s'est dit quoi? Comme ça ressemble à une affaire d'ethnie. Nous, on ne veut pas que notre nom soit gâté pour dire que nous, on n'a pas fait coup d'État à cause de quelqu'un. Nous, on a fait pour lutter contre l'ivoirité. Notre affaire là, ce n'est pas pour différencier les Ivoiriens. On ne peut pas venir pour dire que c'est un coup d'État de Djoula. On allait trouver un Mandé du Sud, un Bresset, qui est Guy Robert. On lui dit, viens, dans sa plantation, on dit, il y a un coup d'État, tu n'es pas au courant. On lui dit, viens, tu vas partir. Tout tremblant sur lui. Quand il est parti, les enfants là disent, non, on est à côté de toi. Et donc, on s'est tous dit, finalement, les Ivoiriens vont renouer avec l'atmosphère de paix et de prospérité, sinon en tout cas de convivialité, ou bien tout au moins de non-violence qui existait. Cela n'a duré que 2 semaines. Cela n'a duré que 2 semaines parce qu'il y a un monsieur, le fils de Maman Gado, parce que son père, il y a des difficultés que son père soit son vrai père. Laurent Gbagbo sort et fait cette déclaration pour dire si c'est un coup d'État RDR, dites-le nous. Mais c'était fait à dessein parce qu'il connaissait le ventre mou. Il savait que ceux qui ont fait le coup d'État pour mettre Gueye là, s'il y a une chose dont ils avaient peur, c'était qu'on puisse dire que leur coup d'État était un coup d'État fait pour l'avantage du RDR ou bien pour les hommes du Nord. Quand ce message-là est sorti, les gens se sont dit, mais faisons attention, ce qu'on veut éviter là, la nuit là, si la même chose veut nous arriver dans la journée là, essayons d'aller doucement. Et c'est ça qui va permettre à Laurent Gbagbo de se rapprocher de Gueye Robert. Et une fois rapproché de Gueye Robert, il va faire comprendre à Gueye Robert, toi et moi, nous sommes à la fin de la journée tous de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Faisons des semblants d'élection. Toi, Gueye Robert, tu vas être président. Moi, je vais être ton premier ministre. Parce que nous, les hommes de l'Ouest, on a trop souffert. Et il est temps maintenant que le pouvoir reste avec nous. Dans ce contexte, Gueye trouve ce marchandage trop alléchant. Parce que s'il doit aller à des élections avec Alassane Ouattara, avec Bédier, avec Laurent Gbagbo, il sait déjà que techniquement parlant, les Occidentaux ne vont pas l'accepter et il perdait ces élections. Et donc, c'est ça qui est la raison qui fait que, contrairement à l'idéologie des mutins qui ont fait le coup d'État, pour que tous les Ivoiriens puissent être candidats, c'est cette manigance de Laurent Gbagbo qui va faire que Gueye Robert, qui est venu dans l'affaire des gens, on allait te prendre ta mine dans notre affaire là.
d'après les Ivoiriens, tout d'un coup, subitement, il devient le bourreau de ses bienfaiteurs. Dans un premier temps, comme il avait peur d'IB, il poste IB comme attaché militaire au Canada. Et les restants, les shérifs Ousmane là, ils vont tout mettre en œuvre pour les assassiner. Chaque semaine, coup d'état de la cabine, coup d'état de cheval blanc, coup d'état du taxi vert, coup d'état de temps, coup d'état de soleil noir, coup d'état de lune jaune. Tous les jours quand on se réveille, pour donner des prétextes, il prend les jeunes militaires du Nord qui ont fait le coup, comme ses gardes de corps, et il demande aux gens en pleine nuit de les assassiner. Et donc, pour justifier ces assassinats-là, ils viennent le matin dire ce sont des assaillants, des personnes inconnues qui nous ont attaqués. Et on donne l'impression que ces personnes-là le font pour le service d'Alassane Ouattara. Et donc, Guy Robert, se laissant manipuler, va se laisser embobiner dans un tourbillon pour devenir le bourreau de ceux-mêmes qui l'ont fait. Je me souviens de la grenade. Ils n'ont pas pu le tuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont d'abord enroulé avec du matelas. Ils ont fait passer 2 ou 3 fois un pick-up militaire sur lui avant d'arroser maintenant le matelas et de le mettre à feu pour le brûler. La haine venait de naître. Et la haine venait de prendre ses racines. Et la haine avait tellement bien pris ses racines que Guy Robert, qui était manipulé, trouvait le jeu trop beau. Parce que tous les conseils qui lui étaient donnés par Simone Gbagbo que vous voyez là, et puis Laurent Gbagbo que vous voyez là, étaient des conseils qui lui faisaient tellement plaisir. Parce qu'il se disait, si j'arrive à éliminer ces enfants qui m'ont mis là, j'arrive aussi à être plus puissant parce que ils ne pourront plus me rappeler, ou bien leur présence ne me rappellera plus que c'est eux qui m'ont fait. Mais en s'attaquant à ces personnes-là, ce sont des maris, ces gens-là, les shérifs Ousmane, les Thiofosiers, les Arazara, les Koulibaly Oumar et autres là. Qu'on le veuille ou pas là, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont papa, ils ont maman, ils ont frère, ils ont soeur. Souvent même ils ont femme. Vous les tuez, vous les tuez, vous les tuez, vous les tuez. Est-ce que leurs parents seront contents? Donc si à l'époque de Bédier, les gens se sont sentis menacés et se sont sentis frustrés dans leur dignité, à l'époque de Guy Robert, sous les conseils de Laurent Gbagbo, on lui dit il faut que tu tues les militaires là. Quand c'est comme ça, leur population là, eux, elles ne pourront pas se révolter. Et qu'est-ce qu'on fait? Gbagbo prend le soin de placer ces hommes, autour de Guy Robert, comme le colonel Oulata Gouadi, vous l'avez entendu, pour essayer de créer un cercle autour de Laurent Gbagbo et de Guy Robert. Et donc, quand ils ont fini, selon eux, leur sale boulot, qui a consisté à éliminer le plus dur, c'est-à-dire l'aspect militaire, ils ont éloigné IB. Et donc, les rares survivants ont pu s'enfuir du pays. Ce sont les shérifs Ousmane, ce sont les Zagazaga, ce sont les Kone Messamba, ce sont les Thiofosiers, ce sont les Koulibaly Oumar alias Zagazaga. Eux, ils ont pu fuir. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Simone Gbagbo demande maintenant à Guy Robert d'écrire une nouvelle constitution. Et dans cette constitution-là, ils prennent le soin de dire que pour empêcher qu'Alassane Ouattara se présente, il faut qu'on dise que dans la constitution-là, il faut être des pères et des mères ivoiriens eux-mêmes de souche multiséculaire. Il n'y a pas de problème. Si on écrit une telle loi, ceux-mêmes qui ont dit d'écrire là, eux-mêmes ils doivent accepter que ça s'applique à eux. On demande à Guy Robert d'aller aux élections. Où sont les papiers de tes parents? Il dit lui jure sur honneur. Il n'a pas trouvé papier de ses parents.
Gbagbo lui-même, il dit voilà ma maman. Mais on dit où est ton papa? On trouve qu'il y a 11 ans entre lui et son papa. Alassane Ouattara qui n'est pas ivoirien, lors du forum de la réconciliation, c'est Alassane Ouattara qui nous fait ressortir le passeport de son grand-père. Et cela étonne certains idiots. Ah, mais est-ce qu'avant là, il y avait un passeport? Toi, tu es bête jusqu'à ce point-là. Toi, tu penses que parce qu'on dit qu'il y avait colonisation, donc là, tout le monde était au même niveau. Non. On appelait, avant que les Blancs ne viennent en Côte d'Ivoire, là, il y avait l'empire de Kong, il y avait l'empire du Dahomey, il y avait l'empire du Bissandougou. Quand les Blancs sont venus là, puis il y avait l'empire du Mali. Quand ils sont venus là, c'est sur ces grands ensembles-là qu'ils se sont basés. Donc les dignitaires qui étaient là-bas, là, un chef du village ou même un dignitaire là, même si on dit que tu es le plus impoli là, quand tu viens pour discuter là, tu demandes d'abord qui est votre chef. C'est pourquoi quand ils sont allés dans l'empire du Bissandougou, qu'ils voulaient discuter avec Samori Touré, ils ont dit à Samori, comme la langue française est difficile pour toi, tu sais ce que tu vas faire? Donne-nous ton premier fils, on va aller avec lui pour le former. Le premier fils de Samori Touré s'est retrouvé en France. Voyez-vous, quand on explique l'histoire, les gens, ça fait mal quoi. Mais souvent, on est obligé de parler pour que ça reste dans l'histoire. Aujourd'hui, combien d'Ivoiriens ou même combien d'Africains savent que le premier fils de Samori est allé en France? Il a séjourné là-bas, il a fait un long moment là-bas. Quand il est parti là, il est parti comment? Vous pensez que c'est maintenant parce qu'on veut tchoum pour aller en France là, que maintenant c'est maintenant fait visa mes passeports? Les Blancs que vous voyez là, c'est parce que on parle pour faciliter les choses. Sinon, ils ont plus de 2000 ans d'avance sur nous. Eux là, depuis ces époques là, on ne circule pas pour rentrer ou même dans... Non, non, non. Tout est marqué sur papier. La définition de l'homme blanc, là, c'est celui qui écrit tout sur papier. Donc, ces premiers grands ensembles-là, les dignitaires là, il y avait des documents entre eux et puis les blancs. Et donc, dans ce contexte-là, l'empire de Kong existait bel et bien et était dans la mentalité collective du colon. C'était aussi l'État même de Côte d'Ivoire qui était là. Plus tard, qui va devenir l'État de Côte d'Ivoire avec ce que vous voyez. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire et puis le Burkina que vous voyez là, c'était considéré comme un même pays, un seul pays. La Volta, la haute et la basse Volta. La limite de la basse Volta là, il y a une ville qu'on appelle au Burkina Kaya, K-A-Y-A. C'est là-bas ça s'arrêtait. Et donc, pour revenir à notre histoire, quand le président Ouattara fait sortir ces documents-là, non, c'est faux. À cette époque-là, on n'avait pas de passeport. Comme toi, tu ne connais rien, je viens de t'expliquer aujourd'hui. Il faut aller vérifier, puis tu viens me dire que j'ai mal. Ce qu'il a montré là, c'est des vrais papiers. Hein? C'est des vrais papiers. Mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir. Il fallait être soit un dignitaire, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on est obligé de discuter. L'administration française est obligée de discuter dans l'AOF, Afrique occidentale française. Ou bien, il fallait être des intellectuels semi-évolués qu'on a appelés les indigènes évolués. C'est-à-dire les Félix Houphouët-Boigny là. On dit les médecins mais l'enseignant, niveau CM2, ils savent, voilà. Et on les appelait les indigènes évolués. Eux, ils servaient d'hommes de main dans l'administration entre les indigènes de basse classe et les colons. C'est eux qui peuvent dire, monsieur le colon, il dit ceci, il a dit cela. Ils peuvent jouer le rôle d'intermédiaire ou même peut-être mettre une petite plaie, sparadrap sur plaie. C'est pourquoi Félix Houphouët-Boigny que tu as vu là, même lui-même son métier là, il dit qu'il était médecin mais il avait honte de ça. C'est pourquoi il disait qu'il était planté sur sa canne. Sinon là, quand tu as un métier là,
Même si toi-même tu ne le pratiques pas là, tu vas crier devant tout le monde pour dire oh, je suis pilote, hein, je suis à la NASA, je suis à la NASA. Comme il y a un vieux menteur qui est sur Internet là, il dit maintenant que lui travaille dans l'aviation au Canada. C'est un vieux menteur, je n'ai pas envie de lui faire l'honneur. Sinon là, un pilote n'a pas le temps de venir dire qu'il est pilote. Sinon les vrais pilotes là, chaque fois que tu dois faire un vol là, on te donne le manifeste. Et puis avion que vous voyez là, ça ne s'élève pas dans le ciel comme ça, par n'importe comment. Tu dois prévoir le plan de vol, mais tu dois aussi prévoir les alternatives. Toi, tu peux avoir tout ce temps pour venir t'asseoir. Je suis dans l'administration, je suis dans l'affaire d'avion. Maintenant, là, c'est moi. Si je ne dis pas qu'un avion doit partir, il ne part pas. Toi, tu as ce temps-là, c'est que c'est faux. Mais nous autres, on regarde ça de loin, et puis ça nous fait rire parce qu'il y a beaucoup d'ignorants. Sinon, allez voir, sur la canne de Félix Houphouët, c'était marqué planteur. Parce que lui-même, il sait que vraiment, les gens sont en train de les utiliser comme des intermédiaires pour pouvoir communiquer avec soit les dignitaires que les Blancs ont trouvés sur place, ou bien même là, nous, notre groupe là, les indigènes puis souches là, nous là, les villageois là, nous, notre groupe là, nous on ne comprend pas français. Donc là, les indigènes semi-évolués là, on les prend, eux leurs petits français là, pour pouvoir aller prendre les impôts et autres. Ils étaient en plusieurs catégories. Il y avait les précepteurs d'impôts, ceux qui partaient prendre les impôts. Quand ils vont là, quand le commandant de secte dit de prendre un bœuf, eux ils disent, le commandant de secte dit de donner 10 bœufs. Il y a eu toute cette Afrique-là qui est passée. Et donc, quand le président Ouattara montre ça, il clôt le débat. Et c'était tellement intéressant, c'était au forum de la réconciliation. Pour dire, si vous dites que je ne suis pas ivoirien là, je suis le seul parmi les hommes politiques ivoiriens en ce moment qui a pu prouver que sa maman est de Béléban. Elle est ivoirienne pure souche. J'ai pu prouver que mon père était parmi les dignitaires qui ont été à l'origine de la formation de la nouvelle Côte d'Ivoire. On dit, ah, toi tu as déjà tout montré. Mais nous là, on s'en fout de ça. On dit, comme c'est comme ça là, celui qui doit être président là, sa femme ne doit pas être de peau blanche. Adama. C'est Simone Evé Gbagbo qui a envoyé ça. Quand Ouattara est sorti pour moi, on dit, ah, comme c'est comme ça là, le président de la Côte d'Ivoire, comme tu as pu montrer souche multiséculaire là, la femme du président ne doit pas être de peau blanche. Ça veut dire, si on veut simplifier là, si Ouattara veut être président, puisqu'il a marié Madame Nouvian, Madame Dominique Nouvian, donc là, et que Madame Dominique Nouvian a une peau blanche, donc Ouattara ne pourra jamais être président en Côte d'Ivoire. Et donc, ils vont faire tout ça. Et donc, pour faciliter la tâche, ils vont prendre Tia Koné. Ce qui trompe beaucoup de gens. Quand on dit Tia Koné, ah non, oui, les Koné ils viennent du Nord. C'est un Yakuba. Mais pour tromper les gens, on dit, mais c'est un même de leurs parents. On dit qu'il a des moralités douteuses. Ils vont éliminer Alassane Ouattara. On dit les moralités douteuses, comme s'il a volé poulet ou bien s'il a fait peut-être Ken. Ou même s'il travaillait peut-être au black. On dit moralité douteuse. Terme très vague qui ne veut rien dire. Mais on l'élimine sous ce prétexte. Mais avec une répression militaire. Et ils vont aux élections. Quand ils vont aux élections, en octobre 2000, exactement le 26 octobre 2000, lors de la proclamation des résultats, la commission électorale indépendante, là, on appelait ça la commission nationale des... c'était pas la CEI, c'était la CNI, la commission nationale indépendante, quelque chose comme ça. Ceux qui se souviennent, vous pourrez me dire le nom. C'était dirigé par Honoré Guié. Tous les hommes de main de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, sans attendre que les résultats soient proclamés, sans attendre lui qui s'est dit légaliste et lui qui s'est dit un homme qui aime la démocratie, sort le 26 octobre et dit que c'est lui, à partir de maintenant, je suis le président de la Côte d'Ivoire. Et ces hommes de main comme Oulata Gouadi, allez sur notre page YouTube, allez écouter le reste du message là-bas. Et ils vont prendre maintenant en main le contrôle de la situation militaire
pour contraindre Gueye Robert à fuir Abidjan pour aller à Bessasso. Gueye Robert dira plus tard, lorsqu'il va revenir avant que M. Gbagbo l'assassine, que M. Laurent Gbagbo est un adepte patenté de la boulangerie et que c'est un boulanger hors pair. Mais il était déjà trop tard. Il était déjà trop tard. Laurent Gbagbo était déjà au pouvoir. Et donc, dès qu'il prend le pouvoir, les militants du RDR qui ont vu leur mentor exclu se disent, mais finalement, pourquoi nous ne reprenons pas ces élections-là pour qu'on puisse éviter toute frustration? Puisque Gueye dit que lui l'a gagné, Gbagbo dit que lui l'a gagné. Nous aussi, on n'est pas contents parce que nos candidats ont été éliminés, Bédié et autres. Comme l'épine dorsale de la contestation venait d'Abobo, M. Laurent Gbagbo désigne le commandant Berpan, je dis bien le commandant Berpan, pour aller assassiner méthodiquement plusieurs populations originaires du nord de la Côte d'Ivoire pour essayer de donner une leçon aux gens du nord, comme pour leur dire, Bédié, lui, s'amusait avec vous, mais moi, je suis venu pour vous tuer. Je suis venu pour vous exterminer. Et il donne une première symbolique très forte. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce que les colons n'ont pas fait. Je vous ai bien dit, je mesure très bien ce que je dis. J'ai dit, si on doit faire une comparaison entre le nombre de morts que les colons ont fait et puis le nombre de morts que Bédié et Gbagbo ont fait là, les colons peuvent s'estimer être des enfants de cœur. Parce qu'ils vont dire, nous, on n'a jamais fait charnier. Et c'est la vérité. Laurent Gbagbo dit, ce que Bédié a été incapable de faire et qu'il est resté dans les mots M-O-T-S, moi, je vais rentrer dans les mots M-A-U-X. Les grands malheurs, je vais les tuer de n'importe quelle manière. Et avant même qu'ils ne prennent le pouvoir, par coup d'État, j'ai déjà fait une émission sur ça pour ceux qui veulent sur ça. Il commence déjà avec les charniers. Et le premier, c'est le charnier de Yopougon. Dans le charnier de Yopougon, vous ne retrouvez qu'une seule ethnie, avec quelques étrangers. Ce sont les fils du nord de la Côte d'Ivoire. Et par erreur, quelques étrangers. C'était du ciblage ethnique. C'était un pogrom. C'était une extermination massive. C'était un génocide programmé. Et c'était une belle leçon qu'il venait de donner aux ennemis. Pour leur dire, si les autres se sont amusés avec vous, si Oufo n'a pas eu le courage d'affronter la violence, si Bédié a eu peur de se mouiller les mains et de se les salir, moi, Laurent Gbagbo, je vais vous casser les couilles. Et ça sera par une seule chose. Je vais vous exterminer massivement. On aura les charniers de Monokozoi. On aura les charniers de Guy Tronzon. On aura les charniers de Yopougon. On aura les charniers de Carrefour Diokwe. Et on fait tout ça aux gens du Nord. On les traite d'étrangers. On les stigmatise. On les chasse de l'administration. Ils sont là, les Koulibaly, ils sont là, hein? La Ahmed Bakayoko, ils sont là. Allez les demander. Tous chassés de l'administration. Et on tue nuit et jour leurs parents. Notre père, Amadou Gon Koulibaly, il aura 2 de ses neveux qui seront abattus. Pourquoi on a tué un de leurs parents et puis ils sont allés au funérailles? On va les abattre. Monsieur Emile Théé, qui dit, mais si on a accepté que Ouattara soit Premier ministre, mais si on ne veut pas de la guerre, là, mais acceptons qu'il soit candidat, il va perdre et puis on va passer. On va aller le tuer. On était arrivé dans une situation où il ne fallait même plus parler. Quand Jean-Hélène parle, on lui met une balle. Si tu dis ce qu'eux n'ont pas envie, tu meurs. La nuit, ce sont les escadrons de la mort. Et la marraine, c'était Simone Hervé Gbagbo. La marraine des escadrons de la mort, c'était Simone Hervé Gbagbo. Les escadrons de la mort, là, leur chef s'est montré lui-même. Il est en prison actuellement là. Il dit ça s'appelle Peter 007. Et leur sport favori,
c'était de tuer, mais de façon ciblée. Chaque nuit, on montre des personnes qu'il fallait assassiner nécessairement avant le petit matin. Et donc, on retrouvait chaque matin le corps des êtres humains le long des rues. Chaque matin, du premier jour jusqu'au dernier jour du règne de Laurent Gbagbo. En plus des escadrons de la mort, il avait aussi un corps de la gendarmerie qu'on appelait le SECOS. Eux, ils étaient chargés de décourager radicalement les populations du Nord. Il fallait donc les prendre et leur extorquer de l'argent et souvent les abattre. Et il y avait un justificatif. Ce sont des assaillants. Ce sont des assaillants. Et donc, comme ils sont venus attaquer, c'est normal qu'on les tue. Il faut passer. Et donc, l'homme du Nord s'est retrouvé dans une situation. Quand tu as une carte d'identité, c'est un problème. Tu ne peux pas sortir ta carte d'identité. Parce que si on te prend avec ta carte d'identité, soit tu vas payer chèrement, ou bien soit tu laisses ta vie. Mais si on te prend aussi sans carte d'identité, on a tout le droit de t'abattre. Parce que on peut dire que c'est un assaillant. Voilà comment la Côte d'Ivoire voulait fonctionner. Et les gens qui étaient là, du centre, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, eux, ils ont été complices. Ils ont assisté à ça. Ils se sont tués dessus parce que ce n'était pas eux. Parce que ce n'était pas leurs enfants qui étaient tués. Quand nos mères sortent pour marcher, on les viole. Et quand on les viole, après ils mettent du sable. Vous m'excuserez les termes, mais il faut dire les choses dans leur vagin. On prend des bois et on essaie d'introduire dans les vagins pour les faire saigner à l'école de police. C'est tout ça qui nous a rendus haineux. Laurent Gbagbo, si on te trouve du monde, te tue. C'est que Colonel Zakaria, il ne s'est pas trompé. Même demain, tu as eu la chance. Si l'élection avait eu, on allait te tuer. Élection, la violence que tu avais programmée là, nous on allait t'assassiner. Non, on allait te tuer parce que tu ne mérites pas qu'on t'assassine. C'est les gens importants qu'on assassine. Vous pensez que quelqu'un peut se lever parce qu'il est content? Il vient avoir la haine dans son cœur. C'est tout ce qui a été vécu là, qui nous a rendus durs. Et on ne va jamais changer. Tant que cette calamité de la nature, Laurent Gbagbo, va exister, il faut tout mettre en œuvre pour le tuer et le massacrer. Là, comme ça, ils vont se souvenir que ce n'était pas un jeu. Et donc, voilà comment les choses étaient faites. Lui et sa femme se sont activement impliqués à tous les niveaux pour casser la vie même de l'homme du Nord. Sous le régime de Laurent Gbagbo, il y a eu plus de morts que pendant la colonisation en Côte d'Ivoire. Mais pour eux, la vie allait bien. Ce ne sont pas les gens de l'Ouest, ce ne sont pas les gens du Sud, ce ne sont pas les gens du Centre, ce ne sont pas les gens de là. Donc ça allait. Et donc pour finir, la vie d'un homme du Nord ne valait tellement pas grande chose. Et assimilé aux étrangers, le président du Sénégal dira qu'un étranger qui vit à Paris est même mieux traité et a relativement même une meilleure vie qu'un étranger qui vit à Abidjan. Mais ce que les gens oublient, c'est que ce que subissaient les Ivoiriens du Nord, c'était à cause des Ivoiriens du Nord que les étrangers souffraient. Mais pour pouvoir avoir les Ivoiriens du Nord, il fallait les assimiler aux étrangers. Et donc par similitude, cette même logique s'applique aux Ivoiriens du Nord. C'est ce propos du président Ouad. Et donc la Côte d'Ivoire était devenue invivable. Et donc dans ce contexte, je me souviens encore d'un de nos professeurs très arrogant qui va dire comme ça qu'il faut phagocyter les gens du Nord. Et je me souviens et je lui ai dit, de toute façon, dans 2 semaines, je crois que vous n'aurez pas l'occasion de redire la même chose. Ne me demandez pas de vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Quand quelqu'un te dit que dans 2 semaines, tu ne vas pas pouvoir dire la même chose, ça veut dire que la personne sait quelque chose. Ça veut dire que ce qu'eux ont fait là, nous on s'était déjà apprêtés.
C'est ce que ça veut dire. Et il n'y a jamais eu ces 2 semaines-là. Après ça, il n'y a jamais eu ces 2 semaines-là. Et donc, plus tard, on va se retrouver à la rébellion. Mais c'est qui les rebelles? Les rebelles, ce sont des Ivoiriens. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Chérif Ousmane n'était pas parmi les rebelles? Est-ce que Thio Fosé n'était pas parmi les rebelles? Est-ce que Guy Michel n'était pas parmi les rebelles? Est-ce que le commandant de Korogo, j'oublie, Fofié Kouakou n'était pas parmi les rebelles? Est-ce que M. Dakouri n'était pas parmi les rebelles? C'est là vous comprenez. Si vous êtes Ivoirien, M. Dakouri n'est pas, il est bêté comme Laurent Gbagbo. Fofié Kouakou n'est pas du Nord. Et bien d'autres. Vous retrouvez des individus qui ont une foi en la vie et qui ont une foi en la justice. Et vous voyez le drame avec l'injustice. S'il y a l'injustice, que toi tu te tais, tu dis moi ça ne me concerne pas, comme ça n'est pas arrivé sur moi là, c'est pas un problème. Il faut savoir que celui qui est victime aujourd'hui là, quand il va pouvoir s'en sortir là, toi qui as dit que ça ne te concerne pas là, c'est toi, il te voit même pire que celui qui lui a fait le mal. C'est pourquoi dans la vie là, tu retrouves toujours une minorité d'individus qui dit, nous on va combattre le mal avant que le mal ne vienne s'imposer à nous. Et donc, eux ne regardent pas les appartenances ethniques, religieuses, mais ça a toujours été des minorités. Et donc, ce qui va révéler les rebelles, si vous voulez, mais pour moi ce sont des soldats libérateurs, c'est l'attaque du 19 septembre 2002. Une fois qu'ils arrivent, l'attaque a échoué. Quand l'attaque a échoué, ils seront repoussés jusqu'à Bouaké. Et la Côte d'Ivoire sera divisée en 2. Et quand la Côte d'Ivoire est divisée en 2, on constate un phénomène qui devient encore plus grave. En général, dans l'histoire des rébellions en Afrique, quand les rebelles, partout, ces zones que ces rebelles occupent là, tout le monde fuit pour venir en zone gouvernementale. Mais bizarrement, dans le cas de la Côte d'Ivoire, tout le monde, quand tu te sens en zone rebelle, tu es en sécurité. Mais quand tu es au sud, ta vie est sur le fil du rasoir. Et donc, la violence va continuer. Pendant que les rebelles qui occupent plus de 51% du territoire, on n'enregistre pas de morts sur base politique, sur base de son opinion, ou bien pour quelques raisons, Abidjan chaque matin, les militants du RDR seront massacrés, seront poursuivis, seront traités de toutes les manières humaines possibles à cause de l'homme Ouattara. Et tout ça c'était fait pour que l'homme Ouattara ne puisse pas accéder au pouvoir. À cause d'un individu, d'une personne humaine, on va s'attaquer à toute une communauté pour dire, si on ne réduit pas cela à leur expression la plus minimale, pour parler comme les mathématiciens, si on ne les factorise pas, demain là, ça va donner envie à d'autres personnes de faire comme Alassane Ouattara. Mais moi, Laurent Gbagbo, là, je vais me charger de ça. Comme lui, il a trouvé qu'il était trop garçon, et que lui, il avait le médicament de coco des gens du Nord. Donc, il s'est mis à easy. Il tue n'importe comment. Simone Gbagbo est là pour l'encourager, le seigneur de l'armée, le dieu des armées. Hey, toi là, tu sais pas que c'est au shogun que tu adores? Parce qu'en Afrique, là, j'ai dit que nous tous, là, on a une fibre d'animisme en nous. Toi, femme béninoise, là, tu sais très bien, dans le vaudou, c'est au shogun que tu adorais. Le fétiche qu'elle adorait, là, s'appelle au shogun. C'est le dieu de la guerre dans le vaudou. J'ai dit qu'il y a certaines choses qu'on va dire et qu'il y a certaines choses qu'on ne va pas dire. C'est pourquoi elle était obligée de prendre les cheveux de nos frères pour aller les lobotomiser. Il faut aller demander au Probabo là. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Tu es dans ça là, tu gagnes quoi? Je ne gagne rien.
Ils ont dit, oh, on leur donne l'alcool seulement. Mais ce n'était pas ce que vous voyez là. Il y avait toute une pratique mystique derrière. On prenait la Bible pour déguiser. Ah non, 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 le Seigneur des armées. Mais c'était au shogun. Ce que j'ai dit là, je ne suis pas un extraterrestre. Il y a 2 semaines, il y a 4 jours, je viens de la Côte d'Ivoire. C'est le mercredi passé là. On n'a qu'à compter ensemble. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, ça faisait 6 jours. Aujourd'hui, c'est mardi. Donc, ça fait 7 jours, une semaine, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai dit là, demandez à tous ceux qui font vaudou. Demandez au vaudou, non? Moi, j'ai dit, hein, même si tu n'es pas dans quelque chose là, tu peux apprendre. Demandez à tous les vaudou, non? C'est quel dieu on appelle Oshogun? Il va vous dire, c'est le dieu de la guerre. Mais pour masquer les pratiques fétichistes, les pratiques iniques et les pratiques mécréantes, elle dit non, le Seigneur des armées. Elle prend souvent les cheveux ou bien même le sang de ces individus-là et elle va sacrifier ça au shogun. Ils deviennent des machines. Même nos frères font ça ici en Haïti. Vous pensez que parce qu'on a changé de continent, on ne connaît plus. Même nos frères font ça. Mais quand eux font ça là, on prend les gens là pour les faire travailler dans les plantations. Lui-même, tu lui demandes, tu t'appelles comment? Il dit, tout ce qui ça, tu as où? Tu as mangé? C'est une pratique qu'on faisait dans l'Afrique d'avant. Quand on te prend là, que tu es, pour te maîtriser là, on te fait ça. Même quand on te met quelque part là, tu es là-bas comme un robot. Donc quand les gens voient les choses, ils sont là, ils pensent que c'est simple. Allez demander aux probabos qui sont avec vous là-bas là. Ce qu'eux-mêmes ils ont fait là, est-ce qu'au moins ils faisaient se rendre compte? Mais sur quelle base ils ont fait? Quand ils ont fait là, ils ont eu quoi? Ils vont te dire on n'a rien eu. Mais vous avez fait ça pourquoi? Ah, nous on ne sait pas. Mais il y a quelque chose derrière. Ce que je viens de vous dire là, allez vérifier. Quand vous allez finir de vérifier, venez dire là, ce que tu avais dit là, qu'elle prenait, parce qu'ils envoyaient non au Bénin, non, c'est pas au Bénin. C'est au shogun qu'on partait donner. Au shogun là, c'est le dieu de la guerre. Dans les pratiques mystiques vaudou. Et voilà ce qui s'est passé. Et comme elle sait que les gens du sud sont chrétiens, il fallait donc faire de la transposition pour dire non, c'est le Seigneur des armées. C'est ce que les prêtres de Shogun lui disaient là. C'est ce qu'elle transposait pour dire c'est le Seigneur des armées qui me dit ça. Mais c'était des pratiques de mécréance absolue qui étaient derrière et qui avaient besoin de sang humain. Gbagbo lui-même devant la lagune, sans le savoir à l'époque, il a été aperçu en pleine nuit en train de se laver avec du sang humain. Il avait construit le café de Rome là. C'était pas fait. C'était pas fait pour le plaisir que les gens viennent boire du café. Chaque fois, il devrait venir laver le sang humain, se laver, se baigner dans le sang humain. Ils n'ont qu'à sortir pour dire c'est faux. Ils n'ont qu'à sortir pour dire c'est faux. Ce que je dis là, ils n'ont qu'à sortir pour dire c'est faux. Et donc, dans la gloire de leurs méfaits, ceux qui sont venus leur casser la gueule là, ce sont ceux-là qu'on appelle rebelles. Oh Dieu merci, j'ai aidé les rebelles. Dieu merci que tu m'as donné la vie et que je les ai aidés. Mais Dieu merci, tous nos soldats qui sont morts, accorde-leur ton pardon et ta paix. Parce qu'ils ont sacrifié leur vie contre un malfaiteur. Ils ont sacrifié leur vie pour que nous autres aujourd'hui on soit vivants. Si c'était à refaire, on allait le refaire même 1000 fois. Et même à mes enfants, je vais dire, ne laissez jamais personne marcher sur vous. Là où les intellectuels du Nord ont échoué. Là, c'est un groupe de militaires, des gens qu'on considère comme pas suffisamment intelligents, les shérifs Ousmane et autres, c'est eux qui sont mis là. Les connaissent Zakaria et autres. C'est pourquoi j'aurais du respect. Même Ouattara, hein, malgré que c'est un faux type là, lui au moins on ne s'entendait pas. Parce que c'est eux qui volaient à Boaké. Les anacondas là, c'est vous qui volez à Boaké. Les Kelimpe, tout ça, on vous connaît. On ne va pas rentrer dans les détails. On est en train de faire commémoration. Non, on ne va pas rentrer dans les détails.
Mais le combat que vous avez mené là, on ne peut jamais regretter ce combat-là. Et donc, pour donner la parole aux uns aux autres, c'est ça qui va conduire. Laurent Gbagbo ira même à dire, lorsque le PDCI va se plaindre, après les accords de Marcoussis, il va dire clairement, hein, il dit, mais vous n'avez pas d'armes, moi je n'ai pas d'obligation à vous écouter. Laurent Gbagbo là, il ne croit qu'en une seule chose, c'est la violence. Avant 2025, là, il va faire violence. Mais on va le découper en morceaux comme un chien. Ça, Alassane Ouattara ne pourra rien faire. Tant qu'on n'a pas mis le cadavre de Laurent Gbagbo au bois de la roue, comme le cadavre de Guy Robert, comme le cadavre de tout ce qu'il a tué au bord de la route là, il ne va pas savoir que Dieu met des limites à tout être humain. Mais avec lui, tous ceux qui ont participé, même demain, si le président Ouattara n'est pas là, si on a l'occasion, on va reprendre la même chose. On va venger nos parents. On va venger notre sang qui a été versé. Moi, je m'en fous des autres. Si tu as perdu un parent que tu as pardonné, c'est ton problème. Tu es un indigne, tu es un incapable. Tu es un déchet. Mais moi qui ai perdu mes parents, je vais toujours demander le prix du sang. Et je ne vois pas un chien qui va venir enlever ça dans ma tête. C'est par respect pour le président Ouattara. Sinon, lui, dès que le président Ouattara n'est pas là, si on n'a pas un homme sérieux, on reprend et on va se canader en Côte d'Ivoire. Parce que c'est en cela que Laurent Gbagbo croit. Et il n'y a aucune ethnie qui va laisser les autres lui montrer sa position. Il n'y a personne qui va accepter cette Côte d'Ivoire là. Si on dit que quelqu'un n'est pas ivoirien, on prend son village, on enlève dans les 322 400 km² et puis on lui dit va-t'en. Là au moins on va s'entendre. Mais vous n'aimez pas les gens du Nord. Mais vous ne voulez pas les laisser aussi prendre leur partie du pays et vous voulez les traiter comme des sous-hommes. Il y aura toujours des rebelles. Et puis ce sont les rebelles qui réussissent. C'est d'eux qu'on parle. On ne parle pas des lâches comme les Krabé Niabé. On ne parle pas des indignes comme les gens du Saint-Oui. On ne parle pas des indignes comme les Dida de Iré. Parce que quand tu fais quelque chose là, il faut te donner les moyens. Il y a des choses là, on ne fait pas essai dedans. Il y a des choses là, on ne fait pas essai. Exemple, si tu essaies que ça ne marche pas là, c'est toi-même qui reste dedans. Mais quand tu vois que pour toi là, tu as réussi là, et puis la rébellion là, ce que vous voyez en armes là, c'est ce qu'on a voulu montrer. Mais c'était une bénédiction. Parce que tout le Nord a soutenu la rébellion et tous les Ivoiriens pris de paix ont soutenu cette rébellion là. Et c'est cette rébellion là, que les gens le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, nous on s'en fout de ce que les gens disent. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui est le plus important. Vous pensez que ce que vous dites là, Ouattara est le père de la rébellion, il est... Hey, s'il veut, il ne faut même pas n'accater le père. Hein. S'il veut là, même s'il y a un mot qui est pire que le père de la rébellion, collez ça à lui. Nous, ça ne nous intéresse pas. L'essentiel est qu'on a cassé la gueule de votre chien errant de Laurent Gbagbo. Et ça, c'est une vérité qui va vous faire mal jusqu'à la fin de la vie. Parce que si tu n'es pas un garçon, comme nous, nos rebelles là, tu ne peux pas casser les couilles d'un récalcitrant et d'un adepte de l'adultère comme Laurent Gbagbo. Il y a combien de rébellions qui se sont levées et puis qui ont gagné leur combat? Ça se compte dans l'histoire de l'Afrique. En tout cas, nous les Ivoiriens, nous on a gagné avec notre rébellion, on a imposé l'ordre. L'histoire retiendra ça. Et donc, ce n'est pas nous qui devons avoir honte. Monsieur Alassane Ouattara, qu'on dise que tu es le père ou même la mère de la rébellion, là, ce n'est pas ce qui nous gêne. Nous, les gens du RDR, si nous n'avions pas cette violence armée là, on n'aurait jamais pu imposer notre candidat. C'est ce qui va nous conduire aux accords de Pretoria. C'est le fusil au temple que Laurent Gbagbo va signer. Il n'a pas signé parce qu'il était content. Il a signé parce qu'il a trouvé en face de lui des filles et des fils qui en avaient suffisamment dans le ventre pour lui casser les couilles. Et comme c'est quelqu'un, quand il trouve plus violent que lui, là, il raisonne. C'est ça qui l'a amené à faire ça. Mais malgré tout ça, il va perdre les élections. Il va s'accrocher. Parce qu'il croit toujours à la violence. On l'a tagué. Ah non, c'est la France. Et puis c'est eux qui sont venus l'aider. Hey, vous n'aviez pas les mercenaires angolais?
Qui étaient les pilotes des Sukhoi là, les Kakamou là? C'était pas des Biélorusses? C'était pas des Russes? Qui étaient les miliciens du Lima FS? Ce ne sont pas des Libériens? Qui était Sam Boukari? Ce n'est pas les Sierra Leonais? Qui était Amadou Ouremi? Amadou Ouremi là, la zone qu'il occupait là, où il faisait les exactions là, c'était en zone rebelle ou bien c'était en zone gouvernementale? C'était en zone gouvernementale. La forêt de Nidrou là, c'était en zone gouvernementale. Est-ce que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a demandé à Amadou Ouremi de faire des exactions contre les Sénoufos, les Baoulés et les Djoula dans la zone gouvernementale? Vous voulez qu'on cache tout ça, mais nous on va dire ça aux gens. Sinon, si Amadou Ouremi là, qui a capturé Amadou Ouremi? C'est le commandant Loss. Mais tu as capturé quelqu'un, c'est ton complice, mais tu le tues. Mais pourquoi on l'a livré à la justice? Ça va faire réfléchir les hommes intelligents. Et donc, on lui a cassé les couilles. Il voulait voler l'élection. C'est un enfant maudit. Hein? Malédiction qui est derrière lui, là, il va aller avec ça. Et puis, ceux qui connaissent l'homme, la morphopsychologie, mais quand tu associes ça avec la spiritualité africaine, Laurent Gbagbo, là, c'est le feu. On appelle ça les hommes de feu. C'est-à-dire que partout où il va, là, il brûle. Ça est dans ses yeux. Allez demander à tous ceux qui connaissent les sciences occultes africaines. Quand vous regardez dans les yeux de Laurent Gbagbo, là, regardez au centre de son front. C'est un impie, un mécréant de la pire espèce. Il n'est heureux que quand le sang humain est versé. Mais quand on lui a tordu les couilles, avant de les arracher, mais même sans l'armée française là, on vous avait déjà battu. Puisqu'en 2002 déjà, on avait plus de la moitié du pays. Plus de la moitié du pays. Ah. Ça veut dire que Côte d'Ivoire, là, si on divise, là, non, là, pour nous, c'était beaucoup plus que pour vous. Pour les rebelles, c'était plus beaucoup que pour vous. Mais ça veut dire que c'est eux qui sont forts. Qui a dit aux Français de venir se mettre entre vous et puis les rebelles? C'est pas toi, Laurent Gbagbo, qui a demandé. Mais celui qui est fort, là, ne demande pas que quelqu'un vienne s'interposer. Quand on est en train de faire palabre, là, c'est le vaurien qui dit « Ah, si vous ne venez pas là, ça va mal se passer. » Mais ça va mal se passer pour qui? C'est pour lui. C'est toi qui as demandé que l'armée française se mette. C'est toi qui as dit à Soroguium « Voilà 2 milliards, il faut prendre ça. Mais fais à cause de Dieu. » Il faut dire à Koné Zakaria et à tes hommes, ils n'ont qu'à quitter. Soroguium encore vivant, allez lui demander pourquoi nos hommes ont quitté Daloa. Pourquoi il a donné l'ordre à nos hommes de quitter Daloa? Il a reçu 2 milliards de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo allait sauver ses parents de Daloa, mais il n'est pas allé sauver les ouais. Il n'a pas payé d'argent pour sauver les ouais. Il allait payer des armes, il dit, allez vous faire canarder. Mais les ouais là, ça ce n'était rien. Hein? Ce qui est arrivé là, ce n'était rien. Suivez Laurent Gbagbo, la prochaine fois là, qui était différent de vous, vous ne saviez pas qu'il y aurait un retour. Ce qui vous est arrivé là, ça c'est petit. Mais ce qui vient là, fasse Dieu que ça vienne. On va vous faire disparaître de la Côte d'Ivoire. Comme ça là, vous n'allez plus parler de forêt, vous n'allez plus parler de Laurent Gbagbo. Parce que vous serez dans le royaume céleste. Quand tu meurs, on dit tu vas au paradis, non. Le paradis, on dit il n'y a pas de limite. On dit c'est grand. On va vous mettre dans le paradis céleste. Là, vous aurez tout là-bas gratuitement. Allez demander à Maman Gloffier. Il n'a pas tué les gens. Et donc, voilà ce que Laurent Gbagbo a été. Et on voulait que non, qu'on laisse la Côte d'Ivoire comme ça. Et c'est tout ça qui a justifié la rébellion. Mais ceux qui n'étaient pas victimes, par hypocrisie, ou bien souvent même par haine contre l'autre, une haine volontaire, ils se sont tués. Et ils veulent justifier l'injustifiable. Et comme ils ne peuvent pas venir nier les faits, parce qu'on est tous des contemporains, ah non, c'est Ouattara le père de la rébellion. Bon, nous, on s'en fout de ça. Ce qui est sûr, grâce à la rébellion, là, on a attrapé les gros testicules de votre Laurent Gbagbo, là. On a tourné ça comme une toupie et puis on a arraché. Ça, au moins, là, c'est évident. Grâce à cette rébellion-là, on a pris plus de 50% du territoire
jusqu'à ce qu'on ait la totalité. Grâce à cette rébellion-là, on a pu aller à des élections en 2010. Grâce à cette rébellion-là, les gens ont livré leur vie pour défendre les résultats des élections pour qu'Alassane Ouattara puisse venir faire son pouvoir. Et c'est pourquoi ton ami, avec qui tu avais fait la forfaiture, Yao Paul Ndré viendra dire que c'est le démon qui vous avait habité. Mais si vous êtes habité par le démon, là, sachez que nous, là, c'est Dieu qui nous a habités. Parce que c'est la vérité. Notre combat, là, on n'a jamais changé de langage. On dit, laissez les gens vivre en paix. Si quelqu'un n'a pas commis une infraction, laissez-le vivre en paix. Aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire de Ouattara, si tu te promènes à Karanté même, là, on peut t'arrêter. Parce qu'on m'a dit, mais tu fais quoi à Karanté là? Non, on ne te contrôle pas, mais tu fais quoi à Karanté? Si tu perds là, tu ne sais pas que tu vas payer l'argent. C'est ce monde-là que nous voulons voir. Je n'ai pas dit d'être dans le désordre. L'État doit jouer son rôle pour que chaque citoyen, qu'il soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ne se sente pas diminué dans son honneur, ne se sente pas exclu, ne se sente pas stigmatisé, ne se sente pas mal en point. L'action de l'État en utilisant une population pour que celle-ci devienne un souffre-douleur et qu'on veut être en paix, on n'aura jamais la paix. Et c'est ce que je dis. C'est une leçon pour tous ceux qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Tu t'attaques à une population de la Côte d'Ivoire, tu trouveras des gens comme nous. On va faire des rébellions et on va se battre. On ne l'a pas caché. On n'a pas honte. Et aujourd'hui, là, quand Ouattara est venu au pouvoir, il a fait ce que personne avant lui n'a fait. Aujourd'hui, pendant 13 ans, depuis 2011, jusqu'à aujourd'hui, ça va faire maintenant 12 ans, ce qu'il a fait là, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait ça avant lui. Oufoué n'a pas fait. Eux tous, d'Oufoué jusqu'au dernier là, la poule mouillée, le ver de terre, il n'y a personne. Même dans leurs rêves, ce que Ouattara se l'a fait là, eux-mêmes tous, ils ne peuvent pas faire. C'est de cela qu'il est question. Et depuis que Ouattara est là, donnez-moi le nom d'une seule personne qui a été tuée à cause de son appartenance ethnique. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui s'est sentie frustrée parce qu'on lui a rappelé ses origines. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui a été exclue de ses droits. La mauvaise foi, il n'y a pas de remède. Et comme il ne peut pas trouver ces exemples-là, Ouattara fait du rattrapage. Mais pourquoi il ne va pas faire rattrapage? Il ne va pas aller travailler avec ses ennemis. Ouattara n'est pas bête. Est-ce que vous ne savez pas qu'au moment de la rébellion, là, quand vous avez fait votre gouvernement d'union nationale, là, est-ce que vous ne savez pas qu'Ahmed Bakayoko, là, on prenait les renseignements sur Gbagbo pour donner à Ouattara? Vous ne savez pas ça? Vous pensez que ce que tu as fait là, tu vas accepter qu'on te fasse? Vous pensez que nous, on va accepter que votre rébellion va prospérer? C'est pourquoi nous autres, là, même quand on attend que vous voulez faire un petit truc, là, on va sur le terrain, on s'en va vérifier. Et puis on vous rappelle que nous, on est encore là. Comme ce qu'on a fait pendant les élections, là. Je n'étais pas seul, hein. On était beaucoup à Abidjan. On était beaucoup à Abidjan. C'est pourquoi je demande des excuses à tous les élèves de la classe. On n'était pas allé pour se présenter. On était allé pour faire un boulot. Et on allait bien faire ce boulot pour une bonne fois. Tant que nous, on ne meurt pas là, nous serons toujours des combattants. Et nous serons fiers de nous-mêmes. Et on sera fiers de notre résultat. Parce que sans nous, Alassane Ouattara ne serait pas arrivé au pouvoir. S'il n'y avait pas eu cette rébellion, Alassane Ouattara ne serait pas arrivé au pouvoir. Je n'ai pas dit que c'est la rébellion qui lui a fait gagner des élections. Mais ce sont les actions des rebelles qui ont permis d'aller à Accra 1, Pretoria 1, Lomé 2, 3, aller jusqu'à Pretoria, aller aux accords de Ouaga. Et c'est ça qui a conduit à l'accord de Pretoria pour que le président devienne éligible. Pas parce qu'il n'était pas éligible, mais parce qu'on avait mis la violence pour dire, tant qu'on ne trouve pas, tant que moi, Laurent Gbagbo, je ne trouve pas plus violent en face, là, je ne vais jamais accepter de lever le pied sur ma forfaiture. Et donc, quand quelqu'un veut transformer l'injustice en vérité,
il faut la violence pour lui faire comprendre que ça ne passera pas. Quand quelqu'un manque de sagesse, il faut le ramener sur terre en lui disant les paroles qui peuvent le choquer. Ça a été le cas de Laurent Gbagbo. Et donc, à tous ceux de nos frères qui sont morts, je me souviens comme ça de beaucoup d'entre eux, je ne dirai pas les noms, mais vous êtes morts. Moi, je ne sais pas quand tu es encore vivant, je sais ce qui se passe ici. Mais vous qui êtes morts, je ne sais pas dans quelles conditions vous vous trouvez. Parce que chacun de nous a une relation individuelle avec Dieu, au-delà des religions et autres. Dieu sait ce que nous ne savons pas. Mais retenez une chose, tout le monde aime la vie. Ce n'est pas aux vivants que je parle. Chez nous en Afrique, là, nous on parle aux morts. C'est aux morts que je suis en train de parler actuellement. Les blancs, les musulmans, les arabes là, eux ne parlent pas aux morts, hein. Mais les dimanches, ils s'en vont prier Jésus. Les musulmans là, quand vous faites la salade à Nabi là, c'est à qui vous vous adressez? Au prophète et puis à Abraham. Ils sont vivants. Mais nous, on nous dit de ne pas parler à nos morts. Que ça, c'est de la mécréance. Il n'y a pas de problème. De toute façon, là, Dieu connaît chacun, il va nous juger. Mais moi, je parle à nos morts. De là où vous vous trouvez, nous, on va vous rejoindre bientôt. Parce qu'il n'y a pas le pacte d'immortalité entre quelqu'un et puis Dieu. Mais si vous, vous avez accepté ce que tout le monde aime par-dessus tout, la vie là, tout le monde aime. Mais vous, vous avez accepté de donner votre vie pour une cause. Aucun être humain n'est parfait. Derrière vous là, Soro Guillaume nous a trahis. Par ma voix, je vous le dis, Soro Guillaume veut nous humilier devant l'ennemi. Il allait dire qu'aujourd'hui, lui, il a honte de ce combat-là. Mais c'est son problème. Mais vous, vous êtes rentrés dans cette cause-là pour défendre vos pères, vos mères, vos soeurs, vos filles. Si tel a été le cas, que Dieu vous accorde sa grâce. Et nous vous disons merci pour tous les malfaiteurs que vous avez canardés. Mais nous qui sommes restés derrière vous, c'est là que j'appelle Black Samouraï. Black, si tu m'entends là, tu es un homme de terrain. Amadou Kiki, tu es un homme de terrain. Bien d'autres, le roi du printemps, vous êtes des hommes du terrain. Sundiata le conquérant, vous êtes des hommes du terrain. Marius Koudou, vous êtes des hommes du terrain. N'abandonnons jamais. Marius Koudou que vous voyez là, je dis j'ai sauté beaucoup de détails. Quand Gueye Robert les a attrapés, puis on devait les exécuter là. Chérif Ousmane que vous voyez, la générale là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon peut-être qu'ils vont reconnaître certaines personnes. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est bon. Mais on laisse ça comme ça. Ils ont tous fait la prison ensemble avec d'autres personnes que je ne vais pas citer ici. Mais peut-être qu'il pourra se souvenir. Et ce jour-là, général, tu demandais comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça la rébellion. Nous autres, on n'était pas des spectateurs. Nous autres, nous n'étions pas des spectateurs. Et quand ta vie, là, tu as lutté pour une cause juste, là, il faut la proclamer et il faut imposer le respect. Surtout que c'était fait sur des normes de vérité. Pour obtenir la justice sociale, pour obtenir la liberté humaine, nous autres, nous n'aurons jamais honte et nous sommes les hommes les plus fiers. Parce que derrière, quand vous êtes parti, Ouattara est devenu président. Et quand il est devenu président, on ne contrôle plus les cas d'identité, on ne fait plus les délits de faciès. Ouattara, il a tenu ses promesses. Cher mort, il a fait les routes. Il a fait, depuis que il est venu, le Nord se porte mieux que jamais. Grâce au président Ouattara, aucune région de la Côte d'Ivoire n'est mise en retard aujourd'hui. Il ne nous a pas trahis. C'est ce qui fait que tous les pactes ne se trouvent pas dans le sang. Tous les pactes ne se trouvent pas dans la parole. Il y a le pacte aussi des esprits, où on lit les esprits. Et donc, c'est ce que Ouattara là, lui ne nous a pas trahis.
Ça n'a pas été facile, les frères. Et quand vous êtes partis, au moins aujourd'hui, là, les gens du Nord peuvent aujourd'hui reprendre leur liberté en main. Mais de quoi demain sera fait? Demain, ça sera l'après Ouattara. Chers frères, je ne sais pas ce que demain nous réserve. Parce que beaucoup se sont laissés blaguer par l'argent, la vie facile. Ils n'ont pas cherché à être des hommes forts. Or, le combat ne finira jamais. Laurent Gbagbo, actuellement, veut réactiver les germes de la haine. Il a un fils mauritanien. Lui, il peut être ivoirien. Mais on dit que les gens du Nord ne sont pas ivoiriens. Des Noirs d'Afrique ne méritent pas d'être des Ivoiriens. Mais on lui a cassé la gueule. Et ce fils-là aussi, bientôt, il va subir le même traitement que son père. Il paraît même qu'il fait Woubi. Le jour même de l'arrestation, il paraît même qu'il avait invité 2 dans le sous-sol là-bas. Il leur mettait du beurre de karité par le derrière. Ça, c'est un crime. Même Sodome et Gomorrhe, même le prophète Lot aurait eu peur de ce Woubi. Et dans leur monde là-bas, on l'appelle Michou. Michou. Comme les chiots là, Michou. Bon, ça aussi, ce sont les déviations. Hein? Parce que maintenant, c'est ça, on dit, quand tu fais ça, on dit tu es cool. On dit tu es cool. Mais nous, on n'aime pas ça. Nous, on n'aime pas ça. Mais la Côte d'Ivoire, ça va. Ce que nous disons à nos jeunes générations de Facebook et autres, vous vous amusez avec vous-même. Le combat n'est pas terminé. Le noyau des extrémistes ultra-xénophobes, nationalistes, gauchistes, anarchistes, il faut les éradiquer. L'Europe aurait pu dire, bon, Hitler, bon, comme on a pu le vaincre, il faut le laisser. Non, 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 non. Il faut les contraindre à disparaître. Et il faut le faire violemment pour que le monde se souvienne qu'il y avait des malfaiteurs qui ont mal fini. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. J'ai été long. C'est mon expérience que j'ai fait ressortir. Il y a certaines choses qui dépassent certains. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Et il y a beaucoup de choses que je ne dirai même pas. Avant de faire la rébellion là, comment nos gens sont rentrés, comment ils étaient, comment on faisait les opérations, il y a beaucoup que je sais, mais je ne rencontrerai jamais ça à quelqu'un. Parce que si demain on devrait refaire la même chose, il ne faudrait pas que les mécréants puissent savoir ce qu'on va faire. Mais Dieu merci, après la guerre, quand on a stabilisé la situation, nous autres on a pris la route du pays, de l'exil, pour venir nous chercher dans le pays, à l'extérieur. Parce que nous là, nous on ne compte pas sur l'argent de quelqu'un. Nous on ne supporte pas Ouattara pour qu'il nous donne de l'argent. La vie de nos parents qui est sécurisée là nous suffit. Moi là, je suis trop fier de moi-même pour que quelqu'un dise « Ah, c'est moi, je lui ai donné maison, des trucs. » Je m'en fous de ça. Donc moi, j'ai gros cœur. Hein. Je dis « Je vais venir chercher pour moi-même. Et donc là, beaucoup disent « Ah non, vous êtes dispersés. » Mais on a fait un test cette fois-ci. Dans notre dispersement là, pour parler comme Ivoirien là, on s'est retrouvé cette fois-ci, en septembre à Abidjan. Plein comme ça. On était là-bas. On dit voilà. Comme on dit, ça sera apocalypse là. Ça n'a qu'à être ça et puis on va voir. Donc, ça veut dire que nous, Ouattara a fait ce qu'il avait à faire. Les shérifs Ousmane ont fait ce qu'ils avaient à faire. Bon, nous-mêmes, les menus frétés, on a fait ce qu'on a à faire. Hein? Mais nous là, on va vieillir, mais on va mourir. Vous les jeunes qui êtes sur Facebook là, au-delà du combat de Facebook là, il y a un véritable combat qui est là. Restez conscient de vous-même. Soyez conscient de vous-même. La haine là ne se combat pas sur Facebook. Ça se combat sur le terrain. Cassez la gueule à ceux qui vont vous stigmatiser. Je l'ai dit et je le répète. Je suis trop garçon et j'ai confiance en moi-même. Je l'ai dit et je le redirai. Celui qui arrive à bousiller la gueule d'un chien de mécréant, d'impie, de xénophobe, toute la plainte, je la prends en charge. Et quand on finit là, ils vont nous montrer qu'est-ce qui permet à d'autres de stigmatiser d'autres dans leur constitution. Quand on va finir là, je te donne 2000 $ pour ajouter dessus. Je ne sais pas si les autres peuvent m'ajouter, mais moi là, je te donne ça.
Nous là, on va faire ce combat avec notre vie, on va faire avec notre argent, on va le faire avec notre intelligence. Et on n'aura jamais honte. Même devant Dieu, je dirais ceci. Ce qu'on a fait là, si c'est mauvais là, il faut me mettre en enfer. Éternellement, moi-même je signe ça. Mais si ce qu'on a fait est bon là, Dieu ne nous abandonne jamais. Ne nous abandonne pas parce que tu n'as pas abandonné Joshua. Parce que tu n'as pas abandonné le prophète le jour de Uhud. Parce que tu n'as pas abandonné Abraham lorsque ses partisans ont décidé de le mettre dans le feu. En réalité, beaucoup disent ils l'ont mis dans le feu. Non. Non, chers musulmans. Allez regarder l'hadith Bukhari qui dit lorsque l'azan est fait et que quelqu'un ne se lève pas à aller à la prière, moi le prophète, j'ai envie de lui mettre le feu par derrière. Le feu signifie simplement soumettre l'individu à des conditions exécrables pour qu'il puisse changer de conditions ou bien d'idéologie. Et c'est ce qui était arrivé à Abraham. Quand ses compatriotes, nous te mettrons dans le feu, on va te soumettre à des conditions pour que tu reviennes à notre foi. Mais on invente que c'est des feux physiques, on a mis dedans, n'a pas brûlé. Hey, Dieu n'est pas bête. Les lois de la nature doivent s'accomplir. Sinon, lui-même, Dieu se contredit. Effectivement, il y a un hadith qui dit que le soleil sortira à l'ouest. Mais quand le soleil va sortir à l'ouest, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera la fin de toutes choses. C'est ce que ça veut dire aussi. Et c'est ça que tu retrouves dans l'Apocalypse. Tout est lié. Mais on n'est pas là pour faire une étude de religion aujourd'hui. Et donc, mesdames et messieurs, moi, je m'arrête là. Ce que je connais, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit beaucoup de choses. Et il y a certaines choses, on ne peut pas tout dire. Mais en tout cas, je pense avoir pu donner un peu de ce que je pouvais dire. Et donc, libre à chacun et à chacune, selon que vous voudriez prendre la parole, de venir vous exprimer pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie, mais ceux qui sont encore vivants, qui continuent le combat auprès du président Ouattara. Soyez dignes, n'ayez pas honte.